Le RS-Sénat va bientôt fermer ses portes et c'est l'heure d'un premier bilan. Je suis avec le docteur Dominique Nguyen, vous êtes radiologue libéral, et je suis avec Riyad Hanafi et vous représentez ici l'UNIR, l'Union nationale des internes en radiologie. La médicale vous présente le journal du RS-Sénat. Au centre de l'actualité cette année, l'intelligence artificielle. Alors cette intelligence artificielle, elle sert à alerter, elle sert à quantifier, elle sert à mieux localiser, elle sert à mieux délimiter les zones à traiter. Cette intelligence artificielle, finalement, qu'est-ce qu'en pensent les jeunes internes? Est-ce qu'ils se disent que demain, le radiologue aura plus sa place, ou est-ce qu'ils trouvent ça au contraire très exaltant? Alors, on a entendu de nombreuses inquiétudes vis-à-vis de l'intelligence artificielle qui ne sont pas partagées par la majorité des internes et des jeunes radiologues. On pense au contraire que l'intelligence artificielle sera un outil qui va nous aider à mieux appréhender la radiologie, à gagner du temps sur certains processus qui vont être traités de manière automatique pour gagner et libérer du temps qui sera plus dédié aux patients. Et donc il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais au contraire la précéder, l'accompagner, suivre son évolution et être des acteurs à part entière de ce développement de l'intelligence artificielle. Donc vous êtes d'accord avec Paul Chang qui disait que de toute façon ça sert pas tellement à grand chose de parler de l'intelligence artificielle, que de toute façon c'est un peu comme si on était dans une voiture, l'intelligence artificielle elle est en route et il vaut mieux être au volant que dans le coffre parce qu'au moins on peut l'orienter, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Le radiologue ne sera pas remplacé par des machines, par des robots, mais simplement il va avoir une meilleure analyse de la situation. On sait dans d'outils informatiques de plus en plus élaborés et l'intelligence artificielle vient pour nous aider en ce sens et non pas pour nous remplacer. Vous par exemple dans votre spécialité? Dans ma spécialité qui est la radiologie interventionnelle, l'intelligence artificielle nous permettra notamment de mieux localiser certaines lésions qu'on veut traiter par imagerie et même de nous aider à avancer le matériel dans la zone cible grâce à des techniques volumiques qui sont de plus en plus élaborées. En parlant de techniques volumiques, alors ce matin par exemple on a vu des techniques de quantification qui sont très intéressantes. Alors effectivement, en intelligence artificielle, on commence à développer des techniques de quantification pour le cerveau, pour certaines maladies comme l'Alzheimer, en épilepsie, également à la suite d'AVC, les séquelles, pour pouvoir les apprécier. Et tous ces outils qui sont extrêmement importants permettent d'abord d'être beaucoup plus précis, de pouvoir faire des comparaisons et également vont nous libérer quand même du temps parce qu'on passait beaucoup de temps pour pouvoir interpréter ces IRM ou ces scanners. Donc je pense que ce temps, nous allons l'employer à quoi? Nous allons l'employer à nous rapprocher de nos collègues chirurgiens, mais également de nos patients, que l'on va pouvoir mieux conseiller, mieux écouter. Et puis aussi, la troisième personne auquel nous devons nous adresser, c'est aux techniciens, parce que ce sont les ingénieurs, ce sont les techniciens qui développent tous ces outils, et il faut qu'on ait un dialogue qui soit constant et qui leur permette d'orienter de façon valable leurs recherches vers des destinations qui, pour nous, sont très utiles. C'est ce que disait Paul Chang dans l'interview qu'on a fait. En fait, il disait qu'on travaille en équipe avec tous ces gens-là, mais ces gens-là n'ont aucune idée du use case sur lequel ils doivent travailler. Donc le radiologue, il est là pour orienter leurs travaux, leurs recherches, et on s'oriente vers un travail totalement d'équipe. Le radiologue et la radiologie, j'ai l'impression qu'elle est totalement aujourd'hui au centre de la médecine. L'imagerie aide les chercheurs, l'imagerie fonctionnelle aide les chercheurs à mieux comprendre ce qui se passe. Elle est dans l'interventionnel, elle est bien sûr dans la prévention, elle est bien sûr dans le suivi. Est-ce que vous partagez cette opinion que la radiologie est véritablement au centre de la médecine aujourd'hui? Oui, de plus en plus d'ailleurs. On a parlé de pluridisciplinarité. Je pense que la radiologie incarne justement ce côté pluridisciplinaire où on a affaire à tous les autres spécialistes, que ce soit en chirurgie ou en médecine pour les spécialités médicales, et également pour tout ce qui est paramédical. L'interventionnel, qui est une spécialité plutôt récente, on n'en parlait pas trop avant. Maintenant, la radiologie est vraiment une spécialité qui est devenue thérapeutique. Donc on n'est plus uniquement dans un rôle de dépistage ou de diagnostic ou de prévention, mais quand on dépiste une malformation artério-veineuse, quand on diagnostique un AVC, un tassement vertébral,
Le radiologue a aussi sa place dans le traitement du tassement, la cimentoplastie, le traitement de l'AVC avec la thrombectomie et le suivi par derrière du patient, c'est-à-dire qu'on va aller voir comment se porte le patient le lendemain. On a prescrit des antiagrégants, on a prescrit un traitement qu'on doit surveiller et on fait des consultations de suivi régulières. Donc c'est une place un peu centrale, la charnière entre toutes les spécialités et quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle aussi de deep learning. Alors le deep learning, ça pose un problème au niveau des certifications. Alors le deep learning, c'est l'apprentissage par la machine de données. Alors effectivement, lorsque on valide un logiciel en médecine, il doit être approuvé par les différentes commissions. Mais à partir du moment où ce logiciel va changer au cours du temps, puisqu'il va absorber de nouvelles données, là, on va se trouver sur le plan légal avec des problèmes qui sont posés puisque le produit qui a été présenté et qui a été approuvé par les autorités est en train de muer et est en train de changer. Donc effectivement, je pense qu'il y aura probablement une adaptation de la législation. Bon, il faut savoir aussi que le deep learning existe déjà. On l'a tous dans son iPhone. C'est la reconnaissance vocale. Donc ce n'est pas une véritable nouveauté, elle arrive en radiologie. C'est ça probablement l'étape importante. Alors, on va quitter un petit peu le monde de l'intelligence artificielle, on va être un petit peu plus actuel, on va dire, même si l'intelligence artificielle c'est actuel. On va parler des modalités. Alors les modalités, l'échographie, le scanner, l'IRM, les salles hybrides. Alors on attaque avec l'échographie, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année ? Alors l'échographie se décompose en 3 machines. On a les machines ultra portables, les machines moyenne gamme qui sont dédiées par exemple à l'ostéo-articulaire seul, et puis les machines qui nous concernent en tant que radiologue, c'est-à-dire les machines experts. Il est bien évident qu'on voit apparaître dans ces machines experts des systèmes qui permettent de faire passer l'échographie dans une exploration qui devient multimodale, multimodale, c'est-à-dire qu'on a plusieurs modalités vasculaires, modalité élastographie, atténuation, viscosité, et ensuite on voit apparaître dans ces machines de l'intelligence artificielle avec la détection, par exemple, et la classification des nodules thyroïdiens ou des nodules mammaires. Donc ça, c'est le point important pour cette année. Le lien avec l'IRM ? Alors l'IRM, la tendance, c'est plus de confort pour le patient, c'est-à-dire des antennes légères. On améliore aussi la qualité au niveau de l'ambiance à l'intérieur du tunnel pour déstresser le patient avec des ambiances qu'on appelle cool, que l'on voit chez certains constructeurs. La chose aussi qui me paraît importante, c'est l'arrivée de l'IRM dans les salles d'urgence pour le diagnostic, par exemple en pédiatrie, des appendicites, chez l'adulte, des cholécystites. Ce sont des choses qui, auparavant, n'étaient pas trop utilisées. On l'utilise aussi, surtout aux États-Unis, pour les traumatismes crâniens légers. Ce sont des modalités que l'on ne fait pas tellement en France encore actuellement. On a vu un tout petit IRM pour les prématurés. Alors effectivement, il y a une société israélienne qui a développé un petit IRM. C'est un Tesla aimant permanent qui permet d'examiner des nourrissons. La plupart sont des prématurés en forte détresse. On peut examiner des bébés jusqu'à un poids de 4 kg. Ça, c'est une machine qui est très intéressante puisque le bébé reste dans son atmosphère à la fois relativement stérile, à une température adéquate, et l'équipe de réanimation est tout autour de la machine et peut rester à proximité de la machine. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Vous, Riyad, vous êtes plus intéressé aux salles hybrides. Oui, tout à fait. Alors, les salles hybrides concernent beaucoup l'activité radiologique interventionnelle. Et historiquement, les salles dédiées en angiographie, en interventionnel, possédaient des capteurs plans qui permettaient de réaliser des gestes en contrôle scopique direct. Aujourd'hui, les salles sont de plus en plus mixtes
entre ces salles d'angiographie classiques et les nouvelles techniques, notamment scanographiques, qui permettent des repérages dans l'espace qui sont un peu plus précis, qui permettent également de réaliser des diagnostics sur table et des contrôles post-procédure très précis, avec des nouvelles technologies scanographiques qu'on peut également intégrer dans les salles hybrides et dans ce qu'on appelle les flat panel CT, ce sont les scanners qu'on retrouve dans ces salles-là, qui bénéficient de plus en plus des technologies de double énergie notamment. Donc ça permet un meilleur repérage des lésions, une meilleure accessibilité à la lésion et derrière un contrôle immédiat sur table. Donc c'est une sorte de salle multimodale qui permet une meilleure prise en charge du patient. 3 petits sujets en bref pour conclure. La réalité virtuelle, rigolo, gadget ou c'est vraiment utile? Non, vraiment utile pour l'avenir. Je pense que la réalité virtuelle va nous permettre de mieux définir nos pathologies. C'est pas quelque chose qu'on a développé juste comme un gadget, mais vraiment comme un outil d'avenir. La 3D? Alors la 3D, je pense que pour le moment, ça a, disons, une utilité pédagogique pour expliquer aux patients ce que l'on va réaliser, par exemple pour une lésion de l'apex pulmonaire, pour expliquer quelle technique opératoire on va utiliser. C'est aussi important pour le chirurgien pour pouvoir répéter ses gestes, pour avoir une vision dans l'espace. Je pense que effectivement on n'est qu'au début, puisqu'il y a 3 ans c'était pratiquement inexistant. On commence à en voir un petit peu partout, tous les constructeurs s'y mettent, les fabricants de PACS également. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer, d'autant plus que maintenant j'ai cru comprendre qu'il y avait des techniques où on pouvait éventuellement évaluer la qualité des tissus et pouvoir comprendre exactement la dureté ou l'élasticité des éléments que l'on va examiner ou qu'on va opérer. Effectivement, on a fait un reportage là-dessus. C'est une société française qui s'appelle Biomodex et qui propose des impressions 3D des tissus à opérer, et notamment pour les anévrismes intracrâniens. Dernier sujet qui a animé la communauté, le gadolinium. Le gadolinium, alors il y a encore beaucoup d'études en cours pour savoir un petit peu les effets que peuvent avoir les injections répétées de gadolinium, notamment dans les noyaux gris centraux chez les personnes qui sont suivies pour des pathologies chroniques. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les conclusions des études, donc on ne peut pas vraiment dire s'il y a des effets nocifs certains. Toujours est-il que dans l'attente, on a besoin de prudence et de bien indiquer nos injections pour produits de contraste. Ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, ça va bouger, puisque la femme de Chuck Norris, qui est bien connue aux États-Unis, Chuck Norris pense qu'elle a des problèmes à cause du gadolinium. Alors, il est vrai qu'on commence à reprendre toutes les études qui ont été faites sur le gadolinium à la suite de cette affaire qui défraie un peu la chronique. Il est vrai qu'en Europe, le gadolinium associé à des molécules linéaires est en cours d'interruption. Aux États-Unis, c'est pas encore le cas. Je pense qu'il faut attendre un petit peu le résultat de toutes les études et peut-être refaire des études rétrospectives sur les précédentes injections. Il faut savoir qu'il y a à peu près 40% des examens qui sont injectés. Je ne crois pas qu'on puisse se passer du gadolinium, d'autant plus que associé au gadolinium, on commence à jumeler cette molécule de gadolinium avec des thérapeutiques, soit chimiothérapie, soit radiothérapie. Et je pense que ça peut être aussi un avenir thérapeutique très important donné par cette molécule. Donc on attend. Il faut voir un petit peu quel va être le résultat de toutes ces études. Merci à tous les deux. Voilà, le RSNA, c'est terminé. Mais nous, on continue jusqu'au jeudi 7 décembre. Tous les jours, vous recevrez votre JT du RSNA avec tous les reportages qu'on a tournés durant ces 4 jours qui ont été formidables. Merci. Merci à vous. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.